communication. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle la présentation d'une communication du président de notre commission qui s'est rendu en Arménie du 13 au 16 septembre dernier et je me réjouis que nous puissions avoir ce débat. Avant de laisser la parole à notre président rapporteur, je vous rappellerai simplement que l'Arménie est un petit pays d'un peu moins de 30 000 km², d'à peine 3 millions d'habitants, avec un passé extrêmement riche et mouvementé. Les liens entre la France et l'Arménie sont très forts et puissants. On peut parler des alliances qui ont été conclues au moment du royaume arménien de Cilicie, l'immigration arménienne qui a eu lieu en France au XXe siècle. On a aujourd'hui plus de 500 000 Français d'origine arménienne, ou encore la reconnaissance par la France dès 2001 du génocide arménien. C'est le premier pays européen à reconnaître le génocide. Cela sont autant d'exemples de la relation bilatérale étroite qu'entretiennent nos deux pays. On pourrait aussi parler évidemment des pièces de Corneille, du Polyecte ou du Nicomède, ou bien de Charles Aznavour. Enfin bref, on pourrait parler de plein de choses, mais nous sommes là pour écouter notre cher président et son rapport. Donc l'Arménie se trouve dans une position géopolitique plus que délicate, encadrée à l'ouest et à l'est par deux États avec lesquels les frontières demeurent fermées, à savoir l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ces échanges transitent principalement par la Géorgie au nord et l'Iran au sud. On peut voir tout ça sur cette carte, je pense que c'est quand même la plus pratique. Et ces garanties de sécurité, soi-disant assurées par la Fédération de Russie, sont largement obérées par l'accaparement des forces russes par le conflit déclenché en Ukraine depuis le 24 février 2022. Monsieur le Président, vous vous êtes rendu en Arménie juste avant que l'Azerbaïdjan ne lance une vaste offensive dans le Haut-Karabakh, ce territoire autoproclamé autonome et peuplé d'Arméniens qui, depuis un an, faisait l'objet d'un blocus aux conséquences humanitaires désastreuses. L'offensive azerbaïdjanaise des 19 et 20 septembre 2023, donc à peine 3 jours après votre visite, que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de nettoyage ethnique, a entraîné le déplacement de plus de 100 000 Arméniens en quelques heures qui ont fui sans retour possible. La semaine dernière, notre commission a auditionné Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, qui revenait, elle aussi, d'Arménie, un déplacement au cours duquel elle a réaffirmé l'engagement de la France aux côtés de l'Arménie et le soutien de notre pays à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Vous n'avez pas pu vous rendre, Monsieur le Président, dans le Haut-Karabakh, mais vous avez néanmoins effectué une patrouille à la frontière avec des équipes d'observateurs de la mission civile de l'Union européenne en Arménie. Votre perception des événements ne s'en trouve par conséquent que plus complète et intéressante. Je ne doute pas que notre commission accordera le plus grand intérêt au compte-rendu que vous allez faire des entretiens et des visites que vous avez eues sur le terrain, et en particulier l'appréciation qui est faite à Erevan de l'engagement de la France dans le contexte du conflit actuel. Alors nous avons commencé avec un peu de retard. Je vais laisser la parole sans plus tarder à notre président rapporteur et ensuite nous procéderons à une audition classique, 2 minutes 30 chacun, 2 minutes 30 de réponses et éventuellement des questions. Si certains des collègues de la commission souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas à me le dire. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci. Non, je ne suis pas président, je suis rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Oui, mes chers collègues, nous avons donc effectué avec le chef de division, qui a été héroïque, je tiens à le dire, parce qu'il avait subi un accident de circulation assez sérieux. Cher Laurent, vous étiez fait une fracture du bras et qui vous faisait horriblement souffrir. Et donc, Laurent travaillait le jour et souffrait la nuit. Donc, je lui suis très reconnaissant. Je lui suis très reconnaissant d'avoir tenu à m'accompagner dans ce déplacement, comme je lui suis très reconnaissant d'avoir préparé lui-même. Généralement, vous le savez, j'ai l'habitude d'écrire mes rapports, évidemment en collaboration avec les administrateurs. Là, c'est Laurent qui a tenu
la plume, mais je dois dire également en collaboration avec moi. Donc on a vraiment conçu ce rapport ensemble, mais c'est lui qui l'a rédigé, et je trouve qu'il est d'une grande qualité. Je ne parle pas de la politique, ça c'est moi, c'est à vous d'en juger, mais qu'il est d'une grande qualité rédactionnelle, informative, et ça a été fait en des délais extrêmement rapides, et je tiens, monsieur le chef de division, à vous en remercier tout particulièrement. Alors, comme la présidente Carrois nous l'a dit, nous sommes allés en Arménie. J'étais donc accompagné de Laurent et de ma chef de cabinet, Madame Avenay. Nous sommes allés en Arménie il s'est trouvé que c'était dans les jours qui ont immédiatement précédé l'invasion du Haut-Karabakh, ou l'annexion selon la façon dont on aborde cette question, du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Nous sommes rentrés le samedi, et c'est le lundi, donc un jour et demi après, que l'Azerbaïdjan a lancé son offensive. Je dois dire, et je le dis en propos liminaire, qu'une chose était claire, c'est que le scénario qui s'est développé à partir de l'entrée en scène dans le Haut-Karabakh des Azerbaïdjanais, ce scénario était en tout point non seulement prévisible, mais prévu. Nous savions exactement que tout était fait depuis plusieurs mois pour se passer ainsi. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'était qu'on commençait par bloquer les Arméniens du Haut-Karabakh en leur refusant les éléments essentiels destinés à assurer leur survie, que ce soit la nourriture, les soins, les médicaments, enfin tout ce qui était destiné à permettre une vie décente, en bloquant le corridor de la Chine, au mépris des accords qui avaient été conclus à l'issue de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et sous la désinvolte neutralité de la Russie, qui était pourtant en charge d'assurer, conformément à l'accord de cessez-le-feu, était en charge d'assurer la libre circulation sur ce couloir. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait se demander, mais pourquoi les Azéris, enfin l'Azerbaïdjan, bloque-t-il des populations alors même qu'ils souhaitent qu'elles s'en aillent? Le calcul était très précis, avait été très bien analysé, notamment par notre chef de poste, M. de Cotigny, qui est un ambassadeur tout à fait remarquable, dont nous avons vraiment apprécié à la fois le zèle, le dévouement et l'acuité du jugement, tout simplement parce qu'on savait que le moment venu, par une pression, disons-le, à caractère génocidaire, c'est-à-dire une menace directe sur la survie de la population arménienne du Haut-Karabakh, eh bien, on aurait, sous cette pression, on libérerait le couloir, le corridor, et à ce moment-là, effectivement, le réflexe de survie des gens du Haut-Karabakh serait de partir vers l'Arménie. Donc, je donne cet élément de contexte. Cette opération a eu lieu juste après notre départ, mais ne nous a en aucune façon surpris ou étonnés, parce que nous savions qu'elle était totalement programmée. On bloque d'abord, ensuite on menace avec des images de terreur soigneusement calculées. On ne peut pas parler de génocide, mais on parle de menaces génocidaires qui planaient sur l'ensemble. Et à ce moment-là, se produit ce qui était exactement l'opération recherchée, qui était un nettoyage ethnique. C'est l'élément de contexte dans lequel nous étions. Je le disais en propos liminaire, nous sommes arrivés avant, mais rien de ce qui s'est passé après n'a été pour nous un objet d'étonnement, même si ça a été effectivement un objet de scandale et d'indignation. Alors, comme vous le savez tous, l'Arménie est un petit pays d'un peu moins de 30 000 km² et d'à peine 3 millions d'habitants.
c'est un pays qui a un passé aussi riche que mouvementé. Le rapport qui vous est présenté précise un certain nombre de choses et décrit en des termes, à mon avis, très justes la caractéristique de ce pays. Cette république avec laquelle la France entretient une relation bilatérale étroite, très étroite. Nous avons été la principale terre d'accueil des Arméniens lors des opérations génocidaires, des génocides clairement menés dès la fin dès 1910 et en 1915 on a donné un caractère absolument systématique, puis relancé après sous une autre forme dans les premières années du règne de Kemal Atatürk. Donc la France a été la terre d'accueil de ce pays. Nous avons de nombreux Arméniens chez nous. C'est une communauté qui s'est formidablement intégrée à la communauté française. Nous leur devons des choses très importantes. On leur doit des éléments essentiels du patrimoine. Évidemment, les deux noms qui viennent le plus souvent à l'esprit, c'est celui de Charles Aznavour et celui d'Henri Verneuil, on ne peut pas imaginer artiste plus français que ces deux personnes que je viens de citer. Eh bien, on les doit, la France les doit à l'Arménie. Donc nous avons de toute manière une relation très étroite. Ce qui apparaît, c'est que cette relation privilégiée est hélas un peu solitaire. L'Arménie ne bénéficie pas, nous allons le voir, évidemment, des mêmes solidarités ou d'un niveau de solidarité comparable dans la plupart des pays européens, occidentaux et mondiaux. Alors, quelle est la situation? Elle est encadrée à l'ouest et à l'est par deux États avec lesquels les frontières demeurent fermées, ce qui quand même ne facilite pas les échanges, qui sont l'Azerbaïdjan et la Turquie. Deux États qui, en plus, ont entre eux des liens très étroits, puisque le président Erdogan a défini ces deux États comme obéissant au célèbre principe qu'utilisaient par ailleurs les Chinois, deux États, une nation. Ces échanges, donc les échanges de l'Azerbaïdjan, transitent principalement au nord par la Géorgie, avec laquelle elle a des relations qui sont plus que mitigées, enfin qui ne sont pas complètement négatives, et au sud, avec un pays qui n'est pas sans poser quantité de problèmes, qui est l'Iran. De même, ces garanties de sécurité sont donc soi-disant assurées par la Fédération de Russie, et elles sont largement obérées par deux choses. D'abord, évidemment, l'accaparement des forces russes par le conflit déclenché en Ukraine depuis le 24 février 2022, et également par l'extrême méfiance du président Poutine à l'égard d'un régime qui s'est affranchi de la tutelle russe, qui a vraiment adhéré au principe de la démocratie pluraliste, que certains comme moi qualifient de démocratie libérale, mais je ne veux pas utiliser un terme qui peut faire polémique, et qui, en même temps, se signale par une volonté d'en finir avec une corruption qui était extrêmement forte et qui était encouragée par le régime russe. En réalité, quand on voit les États successeurs de l'Union soviétique, on s'aperçoit qu'il y en a de deux types. C'est déjà tant que ça. Bon, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc je vais aller beaucoup plus vite. Mais on s'aperçoit qu'il y en a de deux types. Il y a des gens qui sont comme Pachinian, comme Zelensky, qui sont attachés à la démocratie, et d'autres qui ne le sont pas, comme par exemple Loukachenko en Biélorussie. Et là, on a véritablement quelqu'un qui indispose la Russie. Alors, bon, je vais aller quand même beaucoup plus vite, mais je vais d'abord vous rappeler que dans cette mission, j'avais promis d'y aller, puis je m'étais cassé la cheville, donc j'avais dû différer ce voyage que je devais faire dans la suite de Madame Braun-Pivet. Et là, j'ai donc
tenu ma parole. J'avais promis à l'ambassadrice, notamment d'Arménie, que j'irais en Arménie, et on a pu rencontrer des personnalités fort remarquables. D'abord, le Premier ministre, M. Pachinian, le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, mon homologue, président de la Commission des Affaires étrangères, et le président du groupe d'amitié, qui est en même temps d'ailleurs le président de la Commission des lois. Nous nous sommes rendus également au quartier général de la mission civile de l'Union européenne, l'EMA, European Union Mission in Armenia, où j'ai rencontré le chef de cette mission, monsieur, qui est un Allemand, monsieur Ritter, extrêmement sympathique et qui nous a paru très ouvert et très compétent et très taillé pour cette mission. Puis nous avons effectué une patrouille à la frontière du pays avec les observateurs européens, ce qui m'a valu d'être casqué et giletté par balles, ce qui ne manquait pas de donner à mon accoutrement une allure qui, à mon avis, impressionnait peu d'éventuels adversaires. J'ai également eu le privilège, c'est mon côté, excusez-moi, député des Hauts-de-Seine, d'aller dans la ville d'Artachstadt, qui est jumelée avec la Mare, et on a eu là une cérémonie vraiment extrêmement impressionnante avec tous les enfants qui parlaient beaucoup français. C'était une rencontre qui avait été organisée sous l'égide de Solidarité protestante France-Arménie. Enfin, il n'était évidemment pas concevable que je ne fasse pas que nous ne nous rendions pas au mémorial du génocide arménien, qui est un monument extrêmement impressionnant. Et on a visité avec un guide qui parlait parfaitement le français et qui était tout à fait compétente. Nous avons parcouru les salles de ce musée. J'ai évidemment déposé en notre nom une gerbe, et c'était très, très, très émouvant. C'était un temps magnifique, c'était d'une très grande gravité. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais évidemment attirer votre attention, mais vous le savez, c'est le caractère extrêmement précaire de la situation de l'Arménie. Je l'ai décrite rapidement. La Russie, donc, entretient avec l'Arménie les rapports sur lesquels je n'insiste pas, que je viens de décrire. Elle garde une présence militaire en Arménie, mais en réalité ne fait pas bénéficier pour autant les Arméniens de sa protection militaire. Par ailleurs, le second pays qui compte, c'est l'Iran. Alors l'Iran, c'est à la fois un solide soutien pour l'Arménie. Alors c'est intéressant parce que les Azerbaïdjanais sont chiites et les Arméniens, comme vous le savez, sont chrétiens. Et ça montre bien que l'Iran est capable de prendre ses distances avec ses convictions religieuses, qu'on voit d'ailleurs dans l'affaire israélienne, où il soutient quand même très, très étroitement le Hamas qui est sunnite. Et là, les raisons sont claires. L'Iran ne veut absolument pas que la Turquie réalise la continuité territoriale par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan en réunissant les deux parties séparées par l'Arménie de l'Azerbaïdjan, ce qui assurerait une continuité territoriale qu'on pourrait qualifier de pan-turc, en mémoire d'Enver Pacha, enfin mémoire, si on peut parler de mémoire de la part de le principal auteur du génocide, donc une continuité territoriale qui irait jusqu'à la mer Caspienne. Et là, les Iraniens sont extrêmement fermes, ils veulent garder leurs frontières avec l'Arménie, et l'Arménie veut garder sa frontière avec l'Iran. Du coup, ça a un coût négatif très fort, c'est que Israël, par exemple, qui surveille l'Iran et qui a des postes d'observation en Azerbaïdjan,
est évidemment très solidaire du régime de M. Aliyev. Les Américains, qui évidemment ont avec l'Iran le rapport que vous savez, se méfient énormément de M. Pachinian et de l'Arménie à cause de ça, et également une grande partie des pays d'Europe occidentale qui ont des rapports très méfiants à l'égard de l'Iran et qui, d'autre part, ont des rapports souvent très forts, comme l'Espagne ou l'Italie, avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan, qui joue un rôle très important dans l'approvisionnement en hydrocarbures d'un certain nombre de pays. Approvisionnement dont l'Azerbaïdjan se vante, mais qui, en même temps, semble assez en partie fondé sur sa capacité à réintroduire des produits d'origine russe. Donc on a un allié, le seul allié sur lequel, pas allié, mais la seule puissance sur laquelle l'Arménie peut compter, est en même temps un repoussoir pour beaucoup de ses amis potentiels. Alors voilà la situation géopolitique. Alors maintenant, je ne vais pas développer. J'insiste, je dirais quand même une chose de plus, c'est le rôle de l'Union européenne. Nous avons tiré, d'ailleurs je l'avais demandé en votre nom à Madame Colonna en décembre dernier, nous avions souhaité absolument que la mission de l'Union européenne, mission d'observation, ait lieu. Cette mission joue un rôle qui est évidemment très léger, parce que c'est une mission qui comporte peu de monde, et qui fait de l'observation. Elle fait deux choses, cette mission. Elle fait de l'observation des incidents de frontières éventuels, et il y a de la matière, parce que la frontière n'est pas vraiment stabilisée. Et deuxièmement, elle fait aussi de l'action auprès des populations les plus exposées, les plus isolés, les plus exposés à la menace de l'Azerbaïdjan, et donc elle est un apporteur important de sérénité, de sécurité, de tranquillité, de réconfort. Ce qui nous a frappé quand nous avons fait à ses côtés une patrouille, c'est à quel point les populations locales appréciaient le rôle de la mission européenne et, par exemple, klaxonner systématiquement en voyant le camion avec le drapeau européen, ce qui prouve qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent parce que c'était quand même une présence extrêmement légère. Donc, on a... Klaxonner positivement. Comment ? Klaxonner positivement. Ah oui, klaxonner très, très positivement, oui. Comme d'ailleurs, il faut le reconnaître, c'est un pays où l'ambassadeur de France peut se déplacer avec le fanion tricolore et être acclamé grâce à ces couleurs. Les Arméniens il faut le dire, ont parfois le sentiment que nous sommes leurs seuls alliés. C'est à la fois très touchant pour nous. Moi, ils ont été très sympathiques. Sachant sans doute mes liens personnels avec l'ancien président du Conseil général des Hauts-de-Seine, ils ont tenu, quand ils m'ont reçu à dîner, à rendre hommage à Patrick Devedjian. Enfin, tout ça a été dans une atmosphère extrêmement émouvante, il faut le reconnaître. Alors, bon, je ne vais pas insister là-dessus. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Je crois qu'il était évident que, à partir du moment où l'étau se resserrait sur le Haut-Karabakh, l'Arménie devrait y renoncer. Toute l'équation politique sur laquelle Nicole Pachinian a été élu et réélu après la défaite, donc il a été réélu très nettement en dépit de la défaite, était qu'il avait en réalité expliqué aux Arméniens qu'il n'était pas possible de relancer le conflit pour le Haut-Karabakh avec les forces dont disposait l'Arménie. Et je pense que la population arménienne, la mort dans l'âme, a été très consciente de ce discours, du réalisme de ce discours et a estimé qu'il avait raison. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, effectivement, Nicole Pachinian est inévitablement attaqué de deux manières. D'une part, par des manœuvres en sous-main des Russes, qui ont quand même un parti important en Arménie, et deuxièmement, par le sentiment d'extrême détresse
d'une partie des réfugiés. On a un phénomène qu'on a bien connu en France en 62 avec les rapatriés d'Algérie. C'est à peu près un phénomène de cet ordre, sauf qu'il n'y avait pas tout à fait le même contexte, un peu de duplicité qui avait caractérisé la fin de la guerre d'Algérie du côté du général de Gaulle. Mais il y a quand même ce sentiment profond. Cela dit, le lendemain du jour, le lendemain de notre départ, c'est-à-dire la veille même de l'invasion, les élections municipales ont eu lieu et le parti de M. Pachinian les a remportées assez largement, du moins à Erevan. Donc il ne faut pas dire qu'il soit dans une situation de mise en cause systématique et générale, mais enfin, il est évidemment déstabilisé et il est dans cette situation. Je dirais, si je faisais une comparaison, c'est un Zelensky qui n'est pas soutenu par l'Occident. Donc c'est une sorte de... ni par Zelensky d'ailleurs. C'est une situation assez précaire, comme vous l'imaginez. Alors maintenant, comment... Donc, je crois qu'il faut bien... Monsieur Pachinian n'avait pas reconnu la République d'Artsakh, avait dit que de toute manière, sa mission à lui était de tenir la souveraineté et l'intégrité de la République d'Arménie, et que c'est à cela qu'il devait se consacrer. Donc, de ce point de vue-là, même si certaines opérations assurant le retour de ceux qui voudraient revenir en Haut-Karabakh, même si certaines opérations pouvaient être soutenues, il ne faut pas se donner d'illusions. Les gens qui vont repartir là-bas seront extrêmement minoritaires et seraient dans une situation extrêmement précaire. Donc il faudra traiter les réfugiés qui sont partis. Alors maintenant, deux séries de conclusions. Que pouvons-nous faire? Quels sont les défis qui sont devant nous? Premier défi, garantir la sécurité et la souveraineté de l'Arménie, ce qui veut dire protéger sa frontière sud, et éviter que d'entre les deux parties de l'Azerbaïdjan, on ait une tentation de fermeture et de couper l'Arménie de l'Iran. Ça, c'est quelque chose de très fort et où nous sommes internationalement plus forts, parce que c'est la souveraineté d'un État. Alors que ce qui a affaibli la réaction vis-à-vis de M. Aliyev dans la phase au Karabakh, c'est qu'il était fondé, à condition d'ignorer les conditions du cessez-le-feu, donc de mépriser sa propre parole, il était fondé à dire « nous sommes souverains ». Vous savez, les gens qui disent ça, hein, je ne vais pas faire une comparaison entre Aliyev et Hitler, mais quand même, Goebbels avait dit, au moment où il a quitté la Société des Nations, la SDN, il avait eu cette phrase extrêmement claire, « Personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons faire de nos juifs et de nos communistes ». Bon, alors là, c'était une interprétation délirante de la souveraineté, mais là, on avait un peu la même idée, c'est-à-dire que Aliyev est maître chez soi. Là, ce ne serait pas le cas, évidemment, en Arménie, et nous avons donc un ressort en termes de droit international beaucoup plus puissant et auquel des États comme les États-Unis ne peuvent pas être cette fois-ci aussi insensibles qu'ils l'ont été sur le Haut-Karabakh. Donc il faut assurer cela. Ça implique une action internationale, ça implique des garanties militaires, ça implique une aide militaire que nous avons décidé, Mme Colonna l'a dit publiquement, moi j'étais un peu porteur de messages que j'ai transmis au ministre Lecornu quand je suis revenu, porteur notamment du ministre de la Défense du pays, qui disait nous avons absolument besoin d'un certain nombre de moyens. Bon, et je crois que nous devons... mais moyens militaires, garantie internationale et sans doute une action, on verra, du Conseil de sécurité. Deuxième grand axe, l'aide à la reconversion et à l'accueil sur le long terme. L'aide humanitaire, on fait ça toujours, mais à long terme, des réfugiés. Ça implique que nous fassions quelque chose de très important et je pense qu'il faut faire un plan Marshall en direction de ces pays. Troisièmement, et c'est lié, soutien
à la fragile démocratie d'Arménie, et ça implique effectivement que nous ayons des gestes très forts de coopération en direction de la République d'Arménie, que effectivement nous ayons une action de solidarité très forte pour l'accueil des réfugiés de manière à faire baisser les tensions qui résultent de la situation de très très grande détresse dans laquelle sont ces populations déplacées. Donc là, on a quelque chose de très, très, très important à faire. Et je dirais que et la quatrième chose que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent, et je m'en veux un peu, on fait des allusions, on n'a pas assez insisté là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux problèmes qu'on ne s'est pas posés. Le premier, c'est celui du patrimoine culturel à préserver. Pourquoi on ne s'est pas posé ? Parce que le Haut-Karabakh existait, il y avait donc des gens qui s'en occupaient. Mais maintenant, nous sommes certainement en présence d'une entreprise systématique de destruction des monuments historiques, culturels et religieux arméniens dans le Haut-Karabakh. Et là, il y a certainement une action internationale à entreprendre avec l'UNESCO dans des conditions qui seront très difficiles à définir. Et autre question qui ne se posait pas quand on faisait le voyage, le déplacement, mais qui se pose évidemment, c'est la question des sanctions. Et là, dans le rapport, vous verrez que l'analyse que je propose, c'est une analyse en disant qu'il est inutile et contre-productif. Enfin, je ne dis pas ça aussi brutalement. Enfin, que la poursuite de sanctions pour ce qui a été fait sera très très difficile aboutira très difficilement. En revanche, la menace de sanctions en cas d'agression, de mise en cause de la souveraineté, un peu à la manière russe, sur l'Ukraine, de la souveraineté de l'Arménie, là, nous pouvons, je crois, documenter ces sanctions, les analyser et en faire un instrument de pression et de dissuasion sur l'Azerbaïdjan. Alors voilà, je termine. Voilà la situation. Si je regarde qui peut faire quoi, le Conseil de sécurité a certainement, la communauté internationale dans son ensemble a certainement des responsabilités à faire avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec un certain nombre de forces pour obtenir les garanties de souveraineté et d'intégrité des Arméniens. Il est possible d'ailleurs que la Turquie trouve aujourd'hui quelques raisons d'apaiser la situation après avoir empoché les bénéfices de la destruction du Haut-Karabakh, de l'annexion du Haut-Karabakh. Deuxièmement, l'Union européenne, là, nous disons deux choses. Le plan Marshall que j'ai évoqué moi-même à l'instant en faveur des réfugiés, ça doit être porté par l'Europe. Et deuxièmement, le renforcement de la mission de l'Union européenne, dont les rapports, on a été très frappés de ça, ils écrivent des rapports très bien, etc. Personne ne les lit à Bruxelles et personne ne les publie. Donc là, et puis les gens de Bruxelles, ils sont en vacances le samedi et le dimanche, donc quand il y a une crise, il ne se passe rien à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment une mobilisation très importante à avoir. La France doit développer ses relations bilatérales. La France a, je crois, aujourd'hui, et je termine par ça, les moyens de convaincre beaucoup plus nettement ses partenaires européens, ses partenaires occidentaux de la nécessité de se mobiliser pour l'Arménie. Elle a des moyens beaucoup plus forts de le faire aujourd'hui qu'hier. Donc je crois qu'il faut surtout ne pas se démobiliser. Nous sommes dans un monde fou où l'Arménie efface l'Ukraine, où Israël, Gaza efface l'Arménie. Ce monde de totale amnésie permanent n'est pas acceptable. Nous devons absolument tenir le cap. Nous sommes le pivot essentiel de la protection future d'une Arménie indépendante, souveraine, démocratique et pacifiée. Sachons nous rappeler cette mission et y être fidèles. Excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long, bien sûr. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Vous avez été long, mais je pense que les propos
et surtout la teneur de votre rapport en valait la peine. Nous avons d'ailleurs quelques inscrits, mais pas tous les groupes, donc j'aimerais que ce débat puisse donner à toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer la possibilité de le faire et de continuer cette discussion. Moi, je vous remercie vraiment et j'aimerais insister sur l'importance des travaux de notre commission lors de ces déplacements. L'émotion que vous nous avez transmise, mais aussi les faits extrêmement précis dans le contexte actuel, qui est un contexte extrêmement compliqué, un contexte, vous avez rappelé, du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sont finalement des opportunités uniques, non seulement de voir, d'être témoin de cette actualité internationale folle que vous rappeliez, mais également de l'action que nous pouvons avoir, nous parlementaires, en relatant ces propos au gouvernement et l'action qui s'est traduite quelques semaines après par les déclarations de la ministre Catherine Colonna, que nous avons d'ailleurs auditionnée dans cette commission sur ce sujet précisément. Donc moi j'insiste sur ce point, sur l'importance de nos travaux et sur la nécessité de nous déplacer autant que possible dans ces zones de conflit et de rapporter et de produire ces rapports qui sont lus et que nous allons, je l'espère, approuver en fin de session. Sans plus tarder, je donne la parole à Adrien Gomi, député pour le groupe Renaissance. Adrien. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour la grande qualité du rapport d'information dont vous êtes l'auteur. Et merci également de nous avoir représentés là-bas et d'avoir affirmé le soutien qui est le nôtre, le soutien de la Commission aux autorités arméniennes. Un soutien ô combien important. Vous l'avez rappelé, 3 jours après votre retour en France, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive militaire dans l'enclave séparatiste à majorité arménienne du Haut-Karabakh. Et après la capitulation des autorités de la région, plus de 100 000 personnes ont fui leur terre ancestrale et leur foyer. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a alors appelé la communauté internationale à agir face à ce nettoyage ethnique en cours au Haut-Karabakh. Et ces mots ont d'ailleurs été repris récemment par la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, qui évoque également une épuration ethnique. Erevan a accusé l'Azerbaïdjan de vouloir faire disparaître les Arméniens du territoire. Et face à cette situation dramatique d'exode forcé et de massacre, nous devons être à la hauteur, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, et nous tenir aux côtés des Arméniens. La France est intimement liée à l'Arménie par une longue et riche histoire commune. Plusieurs puissances occidentales, dont notre pays, ont condamné l'Azerbaïdjan et manifesté leur inquiétude quant à la situation humanitaire sur place. L'abandon de l'Arménie par la Russie et la complicité de Moscou avec les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan rendent encore plus nécessaire une action diplomatique internationale. C'est pourquoi notre pays a annoncé le déblocage d'une aide financière supplémentaire de 7 millions d'euros à destination des ONG, des agences des Nations Unies et de la Croix-Rouge en Arménie. La France s'est également engagée à livrer des armes et des équipements de défense à l'Arménie via la Facilité européenne pour la paix. Le 7 octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné très fermement l'opération militaire menée par Bakou et a apporté son soutien absolu à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Cette prise de position était attendue, comme celle du doublement de l'aide budgétaire immédiate à Erevan et la tenue prochaine d'une réunion de soutien à l'Arménie organisée conjointement par l'Union européenne et les États-Unis. Néanmoins, nous devons faire plus encore pour aider les Arméniens sur place et participer à faire revenir la paix sur le territoire. C'est la raison pour laquelle le président Macron a affirmé au sommet de la communauté politique européenne qu'il fallait continuer, malgré tout, à discuter avec l'Azerbaïdjan. Au niveau européen, le président du Conseil, Charles Michel, a invité le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien d'ici fin octobre pour des pourparlers à Bruxelles. Espérons que ces initiatives françaises et européennes conduiront à un apaisement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, alors j'ai cru, je n'ai pas entendu de la part de M. Gomi ni question de sa part, ni désaccord entre nous. Donc je rends mes 2 minutes 30. Très bien, ça nous permet d'avoir plus de temps pour les prochains orateurs. Très bien, j'entends une négociation à ma gauche. Pour le Rassemblement national, le député Michel Guignot. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, et puis je
Je voudrais mes remerciements aussi à monsieur le chef de division que vous avez cité tout à l'heure pour l'excellent travail qu'il a fait. Donc au nom de mes collègues, bravo en tout cas. Au nom justement de mes collègues du groupe Rassemblement national, je tiens à vous remercier d'avoir entrepris ce voyage en Arménie, d'avoir manifesté le soutien de la France à la République autoproclamée du Haut-Karabakh en rencontrant ses représentants et surtout d'avoir honoré, comme vous l'avez fait, la mémoire des hommes et des femmes qui ont été les victimes du génocide perpétré, ça va mal ce soir, par les Ottomans donc à l'époque. Je suis bien sûr en accord total avec vous lorsque vous relevez dans le rapport qu'il est aussi incompréhensible qu'inadmissible que la Turquie n'ait jamais voulu reconnaître le génocide arménien dont elle porte la responsabilité. À la page 23, vous relevez que la mission civile de l'Union européenne en Arménie ne peut, dans son format actuel, assurer à elle seule le respect des zones frontalières de la République arménienne. En effet, l'action, vous l'écrivez, de quelques dizaines d'observateurs non armés sur une frontière d'environ 1000 km reste par définition limitée et fort peu utile. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Il apparaît en effet cohérent que 103 personnes mobilisées par l'Union européenne, ne disposant d'aucun élément de dissuasion, ne puissent être suffisants pour maintenir la situation en ordre et garantir l'intégrité du peuple arménien face aux ambitions de la République populaire d'Azerbaïdjan. On peut noter un certain paradoxe dans l'action de l'Union européenne, laquelle achète du gaz à l'Azerbaïdjan et aide l'Arménie à se relever du conflit. En effet, vous mentionnez d'ailleurs à la page 30 que l'Union européenne a un accord avec Bakou pour fournir 7% des besoins gaziers de l'Union européenne. Selon un article du Monde du 7 octobre dernier, cet accord aurait rapporté à l'Azerbaïdjan 15,6 milliards d'euros. De plus, vous mentionnez, page 28, que l'Union européenne s'est engagée à débloquer 10,5 millions d'euros pour permettre la réinstallation et la réintégration des réfugiés ayant afflué en Arménie. À nouveau, l'Union européenne ne semble pas être à la hauteur des enjeux. Elle finance à coups de grands milliards un État qui persécute et peine à débloquer quelques millions pour les victimes de cet État. De son côté, la France honore la tradition multiséculaire en faveur des chrétiens d'Orient et je crois qu'à l'occasion de ce problème arménien, il est bon peut-être de rappeler qu'un peu partout dans le monde, en Orient, les chrétiens sont persécutés. À elle seule, elle a contribué à la hauteur de 20 millions d'euros au bénéfice des populations déplacées, dont un tiers issu de la société civile. Je finis tout de suite. Merci. Que pensez-vous que les parlementaires, puisque vous l'évoquez, doivent faire, les parlementaires français? Votre demande est louable, mais comment pouvons-nous peser, non pas sur le conflit, mais dans la résolution de la situation? Que pensez-vous que nous pourrions faire? Et puis, juste pardonnez-moi un PS d'une seconde, pourquoi le revirement de la Russie, monsieur le rapporteur? Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie. Particulièrement généreuse avec moi. Oui, monsieur. D'abord, je crois qu'il ne faut pas parler d'Union européenne simplement. Nous avons là, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, nous avons des États indépendants, des États souverains, et manifestement, il n'y a pas sur l'Arménie, il n'y avait pas une perception unanime, mais sur la Turquie non plus. Vous avez un État comme l'Espagne qui a oublié les pentes, qui est très favorable à la Turquie. Monsieur Draghi a construit effectivement, quand il était président du Conseil, une autonomie retrouvée en matière énergétique de l'Italie, en partie sur l'Azerbaïdjan. Donc chacun a ses contraintes et la géopolitique a ses lois. Et nous avons effectivement beaucoup de mal, il faut le dire, à fédérer. Nous sommes pour l'Union européenne, mais nous ne disions pas que l'Union européenne se fait toute seule et facilement. Nous disons que quand elle n'a pas lieu, ça a été le cas, c'est préjudiciable. C'est ça qui nous distingue. C'est que vous êtes un peu indifférent à l'Union européenne. Nous sommes très favorables, mais nous nous en dissimulons pas les difficultés. Sur la... votre question, c'était comment le revirement. Oui. Alors, la question d'abord les Russes. Les Russes, c'est très clair. Hein. Les Russes, ils ont perdu le contrôle de l'Arménie. L'Arménie évolue. La Russie n'aime pas
les régimes démocratiques et non corrompus. Moi, je crois que la Russie de M. Poutine est assez largement une kleptocratie. Ça n'est plus du tout un État socialiste comme l'URSS avait tenté de l'être, avec beaucoup de déviations et de perversité, mais avait tenté de l'être. C'est une simple kleptocratie. Et face à une kleptocratie, tout ce qui ressemble à une démocratie, tout ce qui ressemble à une lutte efficace contre la corruption, inquiète. Donc, ils n'ont pas envie de ce régime-là. Et deuxièmement, ils veulent également essayer de garder dans leur giron la famille Aliyev. Vous savez, Aliyev était un grand dirigeant soviétique, le père. Le fils est là et ils ne veulent pas rompre. Et d'une façon générale, il y a toujours cette profonde solidarité des États autoritaires. C'est ça. Alors, la démocratie parlementaire, nous savons ce que c'est. Moi, je crois que c'est une chose utile, mais ça ne remplacera jamais l'accord entre les États. Mais effectivement, nous avons beaucoup de choses à expliquer, notamment à la population arménienne en France. Nous avons beaucoup à peser sur le gouvernement. J'ai posé, vous vous rappelez, une question orale, une question au gouvernement la semaine dernière, et le gouvernement y a été sensible. Et il faut continuer. Et il faut que nos collègues européens, au Parlement européen, doivent également jouer un rôle important pour mobiliser les Européens. Nous avons ce rôle. Nous ne sommes pas la mouche du coche, mais nous ne sommes pas non plus le coche. Merci, monsieur le rapporteur, président. Sur votre position de, pardonnez-moi, la question principale de collaboration parlementaire, est-ce que... Mais il me semble que monsieur le rapporteur y a répondu, vient d'y répondre. Vous avoir répondu, mais en tout cas, moi, je continuerai à tisser des liens au nom de cette commission avec mes collègues des différents parlements européens. Je crois que c'est au niveau des États européens que notre action doit s'exercer principalement. Voilà, je ne veux pas... Non, mais je pense que le sujet se prête à un débat un peu plus libre que nous n'en avons l'habitude, mais en tout cas, je pense que monsieur le président rapporteur a répondu à la question, et je donne sans plus tarder la parole pour les Républicains à notre collègue Pierre Cordier. C'est dur de vous couper la parole, Monsieur le Président, aujourd'hui, mais les mots, les mots que vous avez prononcés avec le cœur, j'allais dire, on les a retrouvés à l'occasion de cette question d'actualité où on a senti toute votre émotion, avec de la colère, avec beaucoup d'empathie à l'égard du peuple arménien. Et je voulais, à mon tour, au nom des Républicains, vous remercier pour toutes ces démarches qui rassurent aussi quelque peu. Nous avons tous dans nos circonscriptions des Français d'origine arménienne qui nous parlent régulièrement de la situation par rapport à des gens de leur famille qui sont sur place, etc. Et moi, je voulais, au nom du groupe Les Républicains, vous remercier. Quelques questions précises. J'ai été assez étonné de la défaite militaire très rapide de l'Arménie, alors que dans le passé, on a des souvenirs où, sur un certain nombre de conflits, de maintenant. Je voulais avoir votre sentiment sur cette défaite militaire. Pourquoi aussi rapidement? Vous demandez également, Monsieur le Président, vous avez évoqué la question des fonds et des aides qui pourraient être octroyées. Quel est le cheminement? Quelles sont les pistes qui sont développées pour la dépense de ces moyens sur place? Est-ce qu'on est plutôt dans l'humanitaire, dans la reconstruction, etc. Je voulais avoir des éléments là-dessus. Et puis aussi vous remercier de ce que vous nous avez expliqué, parce que ça peut apparaître aussi un petit peu flou parfois, sur la complexité régionale et ce que vous avez évoqué, les liens avec les États-Unis, la Russie, l'Iran, qui ne soutient pas l'Azerbaïdjan, pourtant de même confession chiite, etc. C'était aussi important de le rappeler ici. Donc les causes de la défaite militaire et le fléchage de l'aide occidentale, au-delà de notre collègue que je rejoins sur ce paradoxe lié au fait que l'Azerbaïdjan fournisse un certain nombre d'énergie à des pays de l'UE. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Merci, mon cher collègue. Merci d'abord je me réjouis que nous soyons pleinement solidaires dans ce drame. Sur la défaite militaire,
je crois que la défaite militaire qui mérite d'être, sur laquelle on doit réfléchir, c'est celle de 2020, parce que effectivement, l'Arménie avait gagné la précédente guerre et elle a perdu. Elle l'a perdu pour des raisons qui tiennent à l'usure de l'armée russe, car en vérité, elle avait gagné en 91 parce que l'armée rouge était encore quelque chose. Et c'est un pays ex-soviétique, l'Arménie. Donc les cadres de l'armée étaient des anciens de l'Union soviétique, et c'était encore quelque chose que cette armée à l'époque. Là, les Arméniens, les Azerbaïdjanais ont bénéficié en 2020 d'énormément de concours, des concours d'Israël, des concours de la Turquie. La Turquie, grande nation de l'OTAN, première puissance conventionnelle de l'OTAN, a fait bénéficier aux Azerbaïdjanais des techniques de guerre, des armes, des modes qui sont effectivement très en avance sur les systèmes de russes. Nous retrouvons la même chose en Ukraine, si nous retrouvons ce même type de choses. Et les Russes n'ont pas du tout bougé en 2020 comme ils avaient pu bouger avant. Quant à ce qui s'est passé il y a un mois, quelques semaines, là, il n'y a pas de problème, hélas. L'enclave, la République d'Artsakh, comme il s'appelait, et qui n'était reconnu par personne, y compris qui n'était pas reconnu par l'Arménie, c'était des pauvres gens qui avaient des armes individuelles, des armes de poing, rien d'autre. Et il y avait le rapport de force était totalement disproportionné. Que se serait-il passé s'il y avait eu si l'Arménie s'était mobilisée et avait engagé la guerre? Je crois que là, compte tenu du rapport de force, l'Arménie aurait subi une nouvelle défaite et sans doute ça se serait traduit par la disparition d'un État arménien indépendant. Donc je crois que, vous savez, il y a toujours des gens, on aime beaucoup le général de Gaulle en 1940, mais il faut comprendre aussi que parfois, des logiques comme celle d'Adolphe Thiers en 1870, même si on n'aimait pas trop, eh bien, sur son action sur la Commune de Paris, ça peut être un pari raisonnable. Même Gambetta a fini par accepter qu'il fallait qu'on fasse la paix. Ben là, Pachinian, il est dans cette situation horrible de quelqu'un qui ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait. Et je pense qu'il a eu raison pour préserver l'indépendance et la souveraineté de son peuple. Mais le déséquilibre militaire était total. Merci, monsieur le rapporteur. Le fléchage de l'aide, le fléchage de l'aide, ça on verra. Mais j'aimerais bien que... vous voyez bien, l'Union européenne est totalement chahutée avec ce qui se passe à Gaza, etc. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un clair départ entre l'aide humanitaire immédiate, d'urgence, etc., et un véritable plan. La Commission devrait un peu se remuer. En principe, c'est le genre de choses qu'elle sait faire. C'est pas tout faire, la Commission, loin de là. Elle devrait savoir le faire, et je trouve que ça tarde un peu à l'allumage. Merci, monsieur le rapporteur. D'ailleurs, dans votre rapport, vous revenez sur le défi existentiel de l'Arménie, sur ces questions-là, et ensuite au chapitre 3, justement, sur la nécessité de flécher cette aide et de faire davantage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce rapport. N'ayant personne pour la France insoumise, je passe tout de suite aux démocrates, pour le groupe démocrate, monsieur le député Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur et mes présidents de votre visite et de votre rapport qui est passionnant. Je voudrais aussi insister au début de cette intervention sur le rôle de notre commission. On en a un peu parlé. Moi, je suis rapporteur de la diplomatie qu'on appelle d'influence, donc ce que j'appelle moi parfois la diplomatie non institutionnelle. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se croie une sous-diplomatie ou une diplomatie quand on a le temps. Mais nous devons être une diplomatie non exécutive, mais une diplomatie forte. Et nous avons des choses à faire. Je voudrais revenir, monsieur le rapporteur, sur quelque chose que j'ai découvert dans votre rapport. Et je voudrais parler du modèle européen, de ce qu'on a réussi à construire en Union européenne dans les frontières. Je rappelle par exemple que nous avons le modèle européen, pour ne pas reprendre tout le temps le modèle franco-allemand. Le modèle européen a évité une guerre qui aurait pu être une guerre
identique à celle de l'ex-Yougoslavie à la frontière entre la Pologne, l'Ukraine et la Lituanie en 91, parce qu'il y avait des gens qui ont dit non, il n'y a pas de minorité polonaise en Lituanie, il y a des citoyens lituaniens qui parlent polonais. Et c'était complètement différent et ça a permis de ne pas dresser les sociétés les unes contre les autres qui, à cette époque-là, auraient peut-être débouché sur des solutions ingérables comme en Yougoslavie. J'ai découvert dans votre rapport, monsieur le rapporteur, qu'il y avait d'autres enclaves et d'autres exclaves. Vous en citez, je ne les connaissais pas, à part évidemment celle du Nakhichevan. On a parlé de ce peuple arménien qui est un peuple aussi qui n'a pas toujours vécu sur les mêmes terres. Hein. Quand vous citez les liens de la France et du royaume arménien de Cilicie, c'était complètement ailleurs. Hein. C'était dans la Syrie, ça a touché la Syrie actuelle. Donc je voudrais savoir, est-ce que pendant votre visite, vous avez eu l'impression que le Nakhichevan et ces autres petites enclaves exclaves étaient des solutions qui étaient réglées à l'européenne, c'est-à-dire qu'on n'allait pas revenir dessus, qu'il y avait peut-être des Azéris qui vivaient à l'intérieur des frontières, dans des enclaves à l'intérieur des frontières arméniennes et que ça ne poserait pas de problème, ou est-ce que vous avez senti plutôt que c'était des futures zones de possible explosion? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Je crois que la question que vous posez est très importante et elle appelle pour l'instant un constat assez désolé, parce que les relations sont tellement exécrables, à la fois la méfiance, la défiance, la haine, la violence qui caractérisent les relations entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais sont telles que les enclaves, ce sont des communautés réduites aux aguets, si je puis dire. Et c'est donc quelque chose de tout à fait dur. Et je pense que là, nous avons quelque chose à construire. Parce que, alors il faut savoir si les Turcs s'y prêteront. Les Turcs sont décisifs dans cette affaire. Soit monsieur Erdogan est un homme difficile à prévoir, mais soit ils estiment que maintenant, il faut faire baisser la pression et il faut créer des relations. Par exemple, se contenter d'avoir une liberté de passage entre les deux parties de l'Azerbaïdjan, qui évidemment est fondamentale pour les Turcs, puisqu'ils ont un lien direct, très 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 petit d'ailleurs, avec l'Azerbaïdjan, une toute petite passe de quelques kilomètres, mais c'est quand même une continuité territoriale. S'ils estiment qu'on peut simplement se satisfaire de facilités de transit, etc., on peut peut-être construire quelque chose autour d'un traité de paix et qui apporterait là des éléments de détente assez profonds. Mais là, il y a énormément de travail et c'est à nous de le faire. Mais ça dépend essentiellement, je dirais plus encore de la Turquie que de Aliyev, que de l'Azerbaïdjan, même si effectivement l'attitude de l'Azerbaïdjan est décisive. Mais pour l'instant, le modèle, ce que vous appelez le modèle européen, c'est absolument pas le modèle du camarade Aliyev. Monsieur Aliyev, il considère que le peuple arménien n'existe pas, que c'est une foutaise historique, que ça n'a absolument aucune. Il parle d'une espèce de peuple albanais qui n'a d'ailleurs rien à voir avec ce que nous appelons l'Albanie et qui est une sorte de résurgence d'un peuple pré-arménien, quasiment préhistorique, si je puis dire, et qui serait la véritable identité. Il y a une négation de l'identité arménienne très profonde. Donc tout ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc pour l'instant, ce qu'il faut, c'est arrêter la guerre, c'est consolider les frontières, assurer la souveraineté de l'Arménie, et puis faire baisser la pression progressivement, développer la coopération et essayer d'établir des bases juridiques pacifiées. Mais ça sera une très très longue affaire. Il ne vous a pas échappé que d'une façon générale, la communauté internationale en ce moment était plutôt portée sur l'exaspération des conflits que sur la recherche de la coopération. Bon, sur cette conclusion, je vais passer tout de suite la parole à Alain David pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Président rapporteur, chers collègues. Merci, Monsieur le Président rapporteur, pour cet éclairage et pour la qualité de ce rapport. Votre déplacement est un témoignage de soutien de la représentation nationale à l'Arménie dans la situation géopolitique complexe qu'elle traverse. L'instabilité internationale est aggravée depuis la guerre en Ukraine avec la remise en cause de nombreuses règles internationales, à commencer par celle de l'intangibilité des frontières. Cette nouvelle donne de relations internationales est hélas une incitation pour certains États illibéraux, comme ils sont parfois qualifiés, à adopter des attitudes belliqueuses, voire prédatrices. Vous le soulignez dans votre rapport, l'Arménie est un îlot de démocratie et de développement économique dans le Caucase. Je m'interroge cependant sur les conséquences politiques du récent conflit au Haut-Karabakh et des menaces plus globales qui pèsent sur le pays. En effet, la précédente crise de 2020 avait contraint le Premier ministre à convoquer des élections qui l'avaient reconduit malgré un léger rétrécissement de sa majorité parlementaire. Pouvez-vous nous dire si cette menace géopolitique exacerbée, puisque, comme vous l'écrivez dans votre rapport, les intérêts contradictoires de ses voisins ne peuvent qu'être satisfaits au détriment de l'Arménie, risque de faire sortir le pays des rails démocratiques fragiles que vous avez décrits? Je vous remercie. En clair, existe-t-il un risque d'émergence d'un pouvoir autoritaire au motif fallacieux des impératifs de sécurité? Merci. Votre micro, cher collègue. Merci. Je n'ai pas besoin de 2 minutes et demie pour vous dire oui. Le risque, il y a un risque de déstabilisation dans une situation aussi confuse, internationalement aussi tendue sur le plan intérieur par la présence peut-être de moins de 100 000. Hein. On a donné le chiffre de 100 000. On considère d'ordinaire que c'est plutôt autour de 80 000, 90 000. Enfin, ça ne change rien. Hein. Donc on a cette présence-là. Il y a l'opprobre de la défaite qui frappe toujours un dirigeant. Monsieur Pachinian est l'homme qui dirige l'Arménie dans la défaite. C'est pas un facteur de légitimation très fort, même si, je crois, les Arméniens globalement savent qu'il raisonne au plus près, avec finesse, avec intelligence et avec un sens profond des intérêts de son pays. Mais donc tout ça fait que nous devons faire attention. C'est pourquoi je dis qu'il faut absolument contribuer à une réintégration dans la société arménienne et ailleurs, pour ceux qui choisiraient une diaspora plus lointaine, mais dans la société arménienne de ces réfugiés. Il y a aussi une perspective à laquelle il faut peut-être réfléchir, qui est la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Après tout, la Géorgie est le pays voisin, on lui a ouvert une perspective. La Géorgie, on ne peut pas dire que la situation intérieure de la Géorgie soit très stabilisée. Économiquement, ils ont fait de grandes choses. Ils sont certainement plus près que beaucoup de pays de l'observation du marché intérieur, mais politiquement, leur rapport avec la Russie est très incertain, très difficile. L'Arménie est plus nette, et ce serait peut-être une perspective qui conforterait la position de M. Pachinian. Enfin, je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'il ne s'agit pas comme ça de vendre des adhésions à tout bout de champ, mais je pense que c'est quelque chose auquel l'Union européenne doit réfléchir. En tout cas, mon cher collègue, je suis sûr d'une chose, c'est que les Européens ont un rôle tout à fait important à jouer pour aider M. Pachinian et, d'une façon générale, les partis démocratiques arméniens à se stabiliser. Je pense que là, nous avons vraiment un devoir de solidarité constante, financière, politique, culturelle. Nous devons les aider à trouver la sérénité et la paix. Mais le risque est là, et les Russes n'ont aucune envie de préserver un régime démocratique comme celui-là. Merci, monsieur le rapporteur, mais vous l'avez rappelé, les difficultés les plus grandes à nous coordonner sur ce point avec nos partenaires européens et le long chemin encore à parcourir.
Sur ce plan-là, c'est quand même plus facile, si vous voulez. Autant le rapport avec l'Azerbaïdjan est compliqué, autant l'idée de consolider une démocratie fragile, c'est un peu dans les gènes de l'Union européenne. En tout cas, on l'espère. Madame Stéphanie Kocher pour le groupe Horizon et Apparentés, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, à mon tour de vous remercier pour l'excellent rapport que vous présentez ce soir. Alors nous avons pu constater que l'engagement constant de la France auprès de l'Arménie est fortement plébiscité par les autorités comme par la population. La mobilisation de la France illustre notamment par le triplement de l'aide humanitaire au bénéfice des populations déplacées et par ses efforts intenses par la voix de son ambassade ou des parlementaires français qui se rendent régulièrement sur place pour œuvrer en faveur d'une solution diplomatique durable. La communauté internationale s'est également engagée depuis le premier conflit du Haut-Karabakh. D'une part, l'ONU a envoyé une mission d'évaluation des besoins humanitaires dans le Haut-Karabakh. Elle a pu constater la situation sur place, recueillir les rares témoignages des habitants restés dans la région. D'autre part, l'Union européenne s'est également engagée, vous l'avez dit, sur le dossier arménien à travers l'EMA. Nous ne pouvons que saluer les efforts de la France et des instances internationales concernant les apports financiers nécessaires pour l'aide humanitaire et, à plus long terme, au développement économique de l'Arménie. Toutefois, ce développement économique souhaité ne pourra s'effectuer que si une solution pacifique est trouvée. Alors que les deux pays semblaient sur la voie de la reconnaissance de leurs frontières respectives, l'enchaînement successif de plusieurs événements dans le Haut-Karabakh dans un intervalle très court interroge, notamment la grave pénurie alimentaire et les graves difficultés d'approvisionnement subies par la population durant plusieurs mois, suivies de l'opération militaire. Alors, au vu des tensions et de la situation humanitaire dramatique, pensez-vous qu'un accord durable sur les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan puisse être trouvé? Si oui, quels en seraient les contours? Alors, vous y avez déjà répondu. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, je crois que si on s'en tient aux accords de 2020, on doit arriver à une solution. Il y a encore une présence azerbaïdjanaise dans un certain nombre de petits territoires qui relèvent de la souveraineté arménienne. Et ça doit se résoudre. Enfin, on doit pouvoir résoudre ça. Le vrai problème, c'est la pression qui pourrait s'exercer sur la frontière sud de l'Arménie par la volonté de réunifier les deux parties du territoire d'Azerbaïdjan. Ça, c'est ça le risque. Mais je pense que sur les frontières, si la communauté internationale y veille, on devrait pouvoir arriver à une solution. Alors que le Haut-Karabakh, c'était vraiment une contradiction de légitimité totale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, le conflit était très, très difficilement évitable et le rapport de force très déséquilibré de surcroît. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il est quand même extrêmement grave qu'un nettoyage ethnique impliquant le déplacement de 80 000 personnes, 90 000, près de 100 000 personnes se soit fait dans une indifférence presque totale de la communauté internationale. Je sais bien qu'on a vu pas mal d'horreurs ces derniers temps, mais qu'on soit à ce point mitridatisé contre l'indignation morale est quand même quelque chose de très, très préoccupant. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter que le martyr de l'Arménie soit accueilli avec indifférence. Et c'est là où nous avons un rôle à jouer. Les frontières, oui, c'est vrai, mais à partir du moment où les gens veulent se confronter, on a toujours des querelles de frontières. À partir du moment où ils veulent s'entendre, où ils acceptent de s'entendre et de jouer le jeu, ces problèmes se résolvent. Ce qui est premier, c'est l'hostilité ou la non-hostilité entre les peuples. Et là, il faut vraiment travailler à séréniser. Je dis toujours que la devise de l'Europe doit être la devise du poète belge Henri Michaud, et ça s'applique tout à fait à l'Arménie. Ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Il faut faire infuser les valeurs de paix, de reconnaissance mutuelle,
de sérénité, faire baisser la tension, faire baisser la fièvre, aider les gens à panser leurs plaies, aider les gens à résoudre leurs problèmes. Ça ne sera, j'espère, ça ne suffit pas si vraiment il y a du côté de Bakou des gens qui veulent se battre ou du côté d'Ankara des gens qui veulent poursuivre le conflit, mais on peut espérer quand même que si chacun estime que l'essentiel a été satisfait, on arrive à stabiliser cette situation. Mais j'avais dit dans ma question, si nous oublions Erevan, il ne faut surtout pas oublier. Merci Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, de rappeler ces fondamentaux et aussi le rôle de l'Union européenne, porteur de paix et d'espoir, en tout cas le rôle qui devrait être celui de l'Union européenne. Le dernier orateur de cette session est notre vice-président Jean-Paul Lecoq, qui a donc la parole. Merci beaucoup et je remercie les quelques collègues qui sont restés parce que c'est moi j'arrive pas au dernier moment pour poser ma question et je trouve bien et correct et je voudrais les remercier et même si je consacre 2 minutes et demie à les remercier seulement, eh ben, j'aurais fait œuvre utile. Oui, bien sûr, bah, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Monsieur le Président, en fait, c'est ambigu dans mon esprit et je pense dans l'esprit de plein de gens, cette situation arménienne. C'est pas ambigu d'être solidaire avec les Arméniens du tout. Et je pense que, on le voit bien, l'unanimité du peuple français est aux côtés des Arméniens. Mais ce qui est ambigu, et c'est ce que vous avez montré, hein, votre rapport n'est pas ambigu, vous le montrez clairement, ce sont ces alliances étonnantes. Nous sommes alliés à l'Arménie aux côtés de l'Iran et de la Russie. Ça peut faire drôle, ça peut étonner, ça peut détonner. Nous avons en face de nous un pays qui est agresseur de l'Arménie, allié à la Turquie et à Israël. Ça peut étonner de nous retrouver dans cette situation-là, en termes de géopolitique. Et parce que derrière tout ça, et derrière des guerres, il y a aussi des ventes d'armes, il y a aussi des accords commerciaux, il y a aussi toutes ces situations de relations normales, de commerce international, etc. Et là, on est en droit de s'inquiéter. Et vous dites, et c'est là où je suis surpris, et votre dernière intervention me choque, personnellement, puisque la philosophie que vous appliquez à l'Arménie, en gros, bon, tant pis, ce qui s'est passé, c'est passé, l'important, c'est qu'il ne se passe pas plus. Mais on ne revient pas sur ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a de ça dans votre interpellation. Si on applique ça à l'échelle internationale, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Les frontières, elles ont été sanctuarisées à l'occasion de la création de l'ONU, enfin juste après la Deuxième Guerre mondiale, et on s'appuie là-dessus. Et si on commence à dire que la loi du plus fort, du plus puissant, à un moment donné, et pour pas que ça aille plus loin, on valide des franchissements de frontières, où cela va-t-il s'arrêter ? Ces 5 puissances vont et notamment celles qui détiennent la bombe atomique, parce qu'à chaque fois, elles pourront dire premier qui me touche, je tire. Certains l'ont déjà dit. Je me dis que voilà, c'est un très bon exercice, ce rapport, et cette réflexion et cette discussion. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'on soit peu pour le faire, cet exercice. Parce que c'est un exercice basique de notre réflexion sur les relations internationales et sur ce que l'on doit porter comme message en tant que commission des affaires étrangères. Et moi, je voudrais qu'on porte un message clair, même si la géopolitique nous appelle à des transgressions, moi, je ne les partagerai jamais, jamais. Je resterai attaché au droit international, au respect du droit international, et je ne... Voilà, la géopolitique à géométrie variable, je trouve qu'elle favorise les guerres, qu'elle ne génère pas la paix. Il faut avoir le courage de dire ça, ce n'est pas bien, vous l'avez franchi, vous en assumerez les conséquences.
Or, on dit, bon, on n'assumera pas les conséquences, on continuera à acheter du gaz à l'Azerbaïdjan, on continuera à avoir des ventes d'armes ici et là. Bon, moi, je ne peux pas partager ça. Ceci dit, vous avez fait un excellent travail et c'était passionnant de lire ce rapport et ce débat à cette commission. J'ai trouvé ça passionnant. Et je partage en tout cas totalement les conclusions qui nous incitent à œuvrer, à aider l'Arménie à être toujours plus démocratique et à lui garantir vie pour l'avenir et intégrité de son territoire. Et j'espère que l'ONU aussi sera porteuse d'éléments pour aider l'Arménie à garantir ses frontières. Merci, chers collègues. Je remarque juste que vous avez parlé pendant 4 minutes 18 et que je ne vous ai pas interrompu et que nous sommes peut-être peu, mais nous sommes importants et très sensibles au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je laisse donc la parole à notre rapporteur. Oui, 4 minutes 18, mais l'intervention de M. Lecoq posait des problèmes vraiment tout à fait fondamentaux. Je répondrai 2 choses simplement. D'abord, je pense que c'est excessif de parler d'alliance, comme vous avez. Il n'y a pas d'alliance, il y a simplement des convergences d'intérêts entre un certain nombre de puissances qui ne sont pas alliées entre elles et qui effectivement obéissent à des logiques qui ne sont pas les logiques des alliances stratégiques dominantes dans le reste du monde, c'est-à-dire l'opposition entre une alliance occidentale d'un côté et un système russe-chinois de l'autre, russe, chinois et iranien de l'autre. On a vraiment des logiques d'intérêt nationaux qui sont contradictoires et qui rendent très difficile une gestion apaisée, cohérente et non chaotique du système. Et vous avez raison, et ça, c'est les données, c'est la matière première, on n'y peut rien, on doit agir avec ça. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous semblez dire que nous nous résignons et que nous disons, bon, bah, c'est le passé, etc. D'abord, nous nous sommes véritablement indignés de ce qui a été fait. Nous avons dénoncé très profondément les atteintes aux droits fondamentaux des personnes, les menaces génocidaires, le nettoyage ethnique. De ce point de vue-là, nous n'avons eu aucune complaisance. Simplement, ce que nous avons constaté, c'est que le système dans lequel nous étions ne permet, que ce soit en droit ou en force, ne nous permettait pas d'agir véritablement. En droit, vous avez évoqué les droits des États, les droits des États indépendants. Le problème, c'est que la situation internationale du Haut-Karabakh était très clairement qu'il faisait partie de la République d'Azerbaïdjan. C'est des résolutions de l'ONU de 1993 qui l'ont dit de façon extrêmement claire, même, et c'est là où les Azerbaïdjanais ont vraiment franchi la ligne, même s'il était en même temps convenu qu'ils devaient respecter la spécificité culturelle de la communauté arménienne, ce qu'ils ont toujours nié. Mais la grande faiblesse de la communauté internationale, c'est ce quand j'avais cité Goebbels, c'était la même chose. La grande faiblesse de la communauté internationale, c'est qu'elle est prisonnière de ce dogme selon lequel charbonnier est maître chez soi, c'est la souveraineté des États. Et évidemment, on avait une autre normes juridiques à faire prévaloir, qui étaient les accords de cessez-le-feu, qui était la résolution de 93 sur la protection des minorités. Tout ceci, c'est ce dont nous sommes porteurs, comme le disait Frédéric tout à l'heure en parlant de modèle européen, c'est ce respect des minorités à l'intérieur de chacun des États. Nous étions porteurs, mais l'ONU est tragiquement absente. Et du coup, le rapport de force était tel que simplement, il n'y avait pas les moyens de lutter. On ne pouvait pas, nous, soyons clairs, on ne pouvait pas rentrer en guerre en Arménie. On a déjà du mal à faire la guerre en Afrique on ne pouvait pas rentrer. Et là, le gouvernement d'Azerbaïdjan avait toutes les cartes en main. Et c'était hélas un destin prévisible. C'est ça qui est affreux. On a vu venir, ça a été la foudre au ralenti. Tout à coup, ça s'est précipité à la fin, mais on l'a vu venir.
on l'a vu venir mois après mois. Moi, j'ai interpellé Madame Colonna en décembre sur la nécessité de faire tout ce qu'on pouvait pour ouvrir le corridor de la Chine. C'était ça la faute inadmissible. Ça a été le corridor de la Chine. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a eu une indifférence de la plupart des États qui était assez criminelle. Ça, je le reconnais. Mais ce qui s'est passé là, on ne pouvait vraiment pas l'éviter. Et maintenant, en revanche, on a des responsabilités, on a le droit pour nous, on a une communauté internationale qui doit se réveiller. Les États-Unis ne peuvent pas indéfiniment ignorer les principes sur lesquels qu'ils prétendent défendre. Et l'Union européenne doit effectivement se mobiliser. Mais la France fait ce qu'elle doit, elle fait plus que ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle doit, mais elle n'a pas les moyens de se substituer, même si les Français ont tendance à croire que l'Union européenne est un heureux prolongement d'elle-même. La France n'a pas les moyens de faire à elle seule ce qui serait nécessaire. Je partage votre sentiment tragique de la situation, mais je crois que ça ne doit pas nous conduire à culpabiliser, nous autres Français, et ça ne doit en tout cas certainement pas nous conduire, et d'ailleurs c'est comme ça que vous avez conclu, à nous démobiliser et pour l'avenir, parce que là, il y a du pain sur la planche, il y a du travail, il y a des missions à effectuer, et il y a une cause à ne pas lâcher. Merci, monsieur le rapporteur. Sur ce message d'action, moi je vous propose de passer au vote. Donc, afin de valoriser le travail qui a été effectué par notre président rapporteur et permettre d'entériner ces travaux, je vous propose, conformément à l'article 135 du règlement de l'Assemblée nationale, d'autoriser la publication de la communication qui vous a été transmise sous forme d'un rapport d'information. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est ainsi décidé. Le rapport sur ce déplacement sera publié et distribué. Et nous aurons, je l'espère, l'occasion de continuer ce débat passionnant. Je remercie donc le président rapporteur, mais également Monsieur Saunier pour ce rapport et vous, Monsieur le rapporteur, pour votre exposé passionnant. Et la séance est levée. Merci beaucoup. Merci Madame la vice-présidente. Bon, écoutez, c'est bien, ça aurait été embêtant que vous ne votiez pas